Salut tout le monde, c'est Clem Parker, j'espère que vous allez bien, et oui, je suis vivant, je ne suis pas mort, je suis de retour, au moins temporairement, vous le voyez, le décor a changé derrière moi, c'est parce qu'on a fini de déménager, on est installé plus ou moins, là je suis dans ma pièce entre guillemets temporaire, ce n'est pas encore mon bat garage, la bat cave c'est malheureusement annulé, la cave est trop humide et trop basse, je ne peux même pas me tenir debout, donc du coup avec les travaux d'isolation qu'il aurait fallu mettre, ça aurait pas été possible du tout. Du coup, la cave, c'est fini, c'est annulé. Il reste un espoir sur le garage, mais c'est pas sûr. Si le garage, ça foire, et bah la gaming room, il y en aura pas. Et la chaîne YouTube, bah il y en aura plus. A priori, c'est mal barré. Si j'ai pas de gaming room, j'aurais pas d'endroit pour faire des vidéos, j'aurais peut-être même pas d'endroit pour mettre mon PC, ni... Bon, les consoles, ça va encore, mais... PC, ça va être compliqué. Donc, c'est cool, les nouvelles maisons, mais en même temps, on n'avait pas prévu ça. Et ça fait chier. Mais c'est pas grave. En attendant que le sort se décide, je vais enfin vous présenter un jeu sur lequel je vous bassine. Si vous me suivez sur Twitter depuis des lustres, un jeu qui occupe une grande partie de ma vie en ce moment. C'est quasiment le seul jeu auquel je joue depuis le début de l'année. On est quand même le 14 février, donc ça fait un mois et demi, pile poil, que je ne joue quasiment qu'à ça. Quasiment. Hein. J'ai repris le jeu en janvier 2021, à 112 heures à peu près. J'avais 112 heures de jeu sur ce jeu, hein. Vous allez vite voir de quoi il s'agit. Si ça se trouve, je l'ai mis dans la description et dans le titre, alors vous le savez déjà. Et là, j'en suis à peu près à 240 heures, donc voilà quoi, je veux dire, je fais que ça, quasiment du mois de janvier, du mois de février, entre deux cartons à déménager. Je n'ai joué qu'à ce jeu que j'aime par-dessus tout. Si vous aimez l'espace, si vous êtes féru d'astronomie, si vous avez des bonnes connaissances en mécanique spatiale et en mécanique orbitale surtout, ce jeu est fait pour vous. En revanche, si vous pensez encore que la Terre est plate, allez vous faire déjà, d'une. Hein. Si vous pensez qu'on n'a jamais marché sur la Lune, allez vous faire de deux. Et ce jeu n'est pas fait pour vous. Très clairement. Hein. Dans ce jeu, les planètes sont rondes, sont sphériques, et on peut aller marcher sur la Lune. Et vous l'aurez compris, donc nous allons jouer à Kerbal Space Program. Alors oui, j'ai dit Mune. Bah oui, parce qu'on est on n'est pas sur la Terre là, on est sur Kerbin. C'est l'équivalent de la Terre dans l'univers de Kerbal Space Program. Vous voyez les petits bonhommes verts là, c'est des Kerbonautes, des Kerbiens, hein, des habitants de Kerbin quoi. Donc je vais vous présenter ça en douceur, on va commencer étape par étape. C'est peut-être, je l'espère, le premier épisode d'une série de let's play consacrée à Kerbal Space Program, donc KSP. Hein. Et l'objectif, entre guillemets, on va dire qu'on va essayer de... Allez, objectif Mars, c'est-à-dire Duna, parce qu'évidemment Mars n'existe pas. Il y a des modes hein, dans KSP, il y a des modes où on peut jouer en mode réaliste. Alors j'ai pas téléchargé les modes parce que, enfin pas tous, énormément de modes, il y a tellement de modes. J'en ai quelques-uns, c'est pour ça que vous voyez que Kerbin derrière moi, là, enfin juste derrière là, il y a une atmosphère, hein, le jeu original n'est pas tout à fait comme ça, pareil pour le ciel, il y a moins d'étoiles et de galaxies. Donc je vous disais oui, objectif Duna, on va essayer de marcher sur Duna, ce qui est pas non plus évident, pas impossible non plus, mais je vais faire une nouvelle partie, j'ai déjà deux parties en cours, j'ai une partie, je vais vous montrer d'abord. J'ai une partie, alors Parker's Industries, qui est une partie en mode carrière, vraiment le mode carrière pur et dur, c'est-à-dire qu'on commence avec 25 000 $ et pas de science, donc quasiment aucune technologie. Et j'ai une autre partie en cours, avec 6 vols en cours, hein, qui est le mode science. Donc là, c'est pareil que le mode carrière, on démarre avec 0 science, par contre on a les fonds illimités, on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de mission non plus, ça permet de laisser s'envoler sa créativité dans l'espace. C'est magnifique. C'est beaucoup plus agréable de ne pas avoir à se soucier de la thune dans ce genre de jeu, même si le mode carrière est extrêmement plus difficile, réaliste, prenant et captivant, parce que du coup on doit lutter aussi contre l'argent, enfin pour essayer d'en avoir, donc c'est vachement bien aussi, mais là pour le coup je pense que je vais commencer une nouvelle partie en mode science. Je vais vous expliquer ce qu'est exactement KSP en long, en large et en travers, du moins ce que j'en sais, hein, puisque même si j'ai
240 heures de jeu, ça peut paraître beaucoup pour certains. C'est une poussière, hein, littéralement, pour des experts en KSP, des youtubeurs français qui sont vraiment des fanatiques de ce jeu et ils ont un degré, un niveau d'expertise incroyable. Je vous parle vite fait du mode bac à sable, autant que vous en parlez maintenant. Le mode bac à sable, c'est tout simplement argent illimité. On a toutes les technologies débloquées, donc là c'est vraiment pour s'amuser. C'est nul, hein. Clairement, il n'y a pas trop d'enjeux, c'est pas terrible. On peut choisir son logo, hein, qui va être sur nos navettes et nos fusées, donc moi je prends toujours le logo de la NASA ou de l'ESA, ou d'Ariane l'espace, j'aime bien aussi. Tiens, je vais prendre l'ESA pour une fois, j'ai pas pris encore l'ESA. Et c'est parti en route. Et nous voilà donc arrivés au centre spatial de Kerbin. Alors ici, tous les bâtiments sont développés à fond, mais quand on commence, clairement, c'est pas pareil. Là, tout est à fond, on a juste vraiment que la science à chercher, parce que là vous voyez que je n'ai aucune technologie de découverte, et croyez-moi, ça peut prendre du temps pour tout découvrir. Heureusement, on n'a pas besoin de tout pour aller sur Duna, mais enfin on va encore avoir besoin d'une bonne partie. Alors on va commencer par le commencement, on va faire un petit tour à la station de contrôle, je vais vous présenter l'univers, en tout cas le système de Kerbin, avec Kerbin, voilà. C'est l'équivalent de la Terre chez nous, bien sûr. Kerbin, petite planète bleue perdue dans l'immensité de l'espace avec une petite lune en orbite autour de Kerbin, la Mune, hein, bien sûr. Aucune planète n'a son nom officiel d'origine, hein, c'est la Mune. Belle petite Mune qui ressemble exactement à notre lune, à nous, hein, plus ou moins. Hein. Il n'y a pas d'atmosphère, c'est gris. Et autour encore, hein, par contre, c'est une petite nouveauté dans ce système solaire-là. Il y a Minmus, une autre petite lune qui est verte, qui a pour particularité d'être plus facile à atteindre. Bon, en tout cas, c'est plus facile d'atterrir dessus dans le sens où il y a moins de gravité que la Mune et encore moins évidemment que Kerbin. Ensuite, on dézoome parce que c'est très grand, hein, je vous assure que c'est immense. On dézoome et on aperçoit l'intégralité du système Kerbin, le système solaire de Kerbin. Alors avec, on va partir de Kerbal, le soleil. Là, on a Moho, l'équivalent de Mercure. On a Eve, l'équivalent de Vénus, Kerbin évidemment. En haut là à droite, on a Duna, l'équivalent de Mars. Et après, on s'éloigne, on a Dress. Alors là, par contre, j'ai un petit souci, je ne sais pas de quel équivalent c'est. Je vais zoomer sur Dress, vous allez me dire de quoi vous. Enfin, qu'est-ce qui vous fait penser. À quoi vous fait penser cette planète? Moi perso, ça me fait penser à une sorte de Pluton, mais bon. Ensuite, nous avons Joule, qui est l'équivalent de Jupiter. Et ensuite, à la fin, on a Ilou, je ne sais pas trop en fait, l'équivalent de quelle planète est-ce, mais ça ressemble quand même à un truc très glacé. A savoir aussi que certaines planètes ont des satellites naturels, bien évidemment, comme Joule, qui a, je crois, 5 satellites. On va les compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, 5 satellites naturels, donc 5 petites planètes sur lesquelles on peut aussi se mettre en orbite et atterrir, donc il y a du boulot avant d'aller partout. Personnellement, je n'ai jamais été sur Joule. Malgré mes 240 heures de jeu, Joule, j'ai placé une sonde en orbite il n'y a pas longtemps, et c'est très beau, mais on voit bien la petite tempête comme Jupiter, sauf que là c'est vert. Mais voilà, aller sur Joule pour l'instant, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas essayé trop non plus. Il y a un satellite naturel, je crois que c'est celui-là, ouais, qui ressemble énormément à Kerbin, donc avec des océans et des continents. Là, on peut se poser dessus, ça a l'air très beau, mais j'ai pas encore réussi à y aller non plus. Et voilà, vous avez l'intégralité des planètes de ce système solaire. Alors, à Duna, c'est pareil, il y a un petit satellite artificiel qui s'appelle Ike, sur lequel il n'est pas forcément évident de se poser parce que il est très escarpé au niveau du relief. C'est pas facile de trouver un endroit plat pour se poser en toute sécurité, donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Et puis c'est pareil, alors j'ai pas été voir sur Dress ni Moho, mais sur Eve, il y a aussi un petit satellite naturel qui s'appelle Gili. Les astres visitables sur KSP, ils sont tous visitables. Même le plus loin là, Ilou, on peut se poser dessus à condition d'y arriver tout simplement. Donc nous sommes l'année 1, jour 1, il n'y a absolument rien dans l'espace, aucun débris, rien lancé, aucune sonde, aucun rover, aucun atterrisseur, aucun vaisseau, aucune station, aucune base, pas d'avion, il y a un mode avion dans un KSP, mais ça je n'y ai jamais touché, ça ne m'intéresse pas de relais,
pas d'AEV, donc des sorties extravéhiculaires, pas d'objets spatiaux, pas de drapeau encore de planter. Il y a 7 objets inconnus, donc ça pour l'instant je n'ai pas été vérifié non plus parce que je n'ai pas vu pour l'instant, voilà. Il y a 5 sites d'atterrissage et de décollage sur Kerbin, et il n'y a pas de science en kit non plus pour l'instant. Alors que ce soit en mode carrière ou en mode science, on commence exactement de la même façon, c'est-à-dire avec très peu de pièces à disposition. Et de la science, il va falloir en gagner pour développer, pour acquérir d'autres nouvelles pièces. Et pour acquérir de la science à moindre coût, même si là on a les fonds illimités puisque nous sommes en mode science, c'est bien, vous suivez. Pour acquérir de la science sans trop se forcer et sans faire trop de missions casse-couilles, eh ben on va juste faire un petit module de commande et 2 conteneurs de glérine mystérieuse. Alors une suffirait, j'en mets 2 pour faire de la symétrie, c'est mon côté obsessionnel. Et c'est tout. Voilà, pas de moteur, pas de booster, ça va vous décevoir, désolé, mais là on commence vraiment avec le basique, juste pour récolter de la science. Et voilà, nous sommes sur la base de lancement de Kerbin, donc là c'est un des 5 sites, et on va juste faire clic droit sur la glérine, donc c'est une sorte de matière du système Kerbin. On va faire observer la glérine mystérieuse et on va garder l'expérience, ça va nous rapporter 3 points de science. On va faire un petit rapport d'équipage, ça va nous rapporter 1,5 points de science, et on va faire une petite AEV avec Jebediah Kerman, et on va lui faire un rapport d'AEV, donc de sortie extravéhiculaire, et on va garder l'expérience, ça va lui faire 2,4 points d'expérience, et c'est tout. Alors j'ai laissé les pilotes en mode full expérience, c'est-à-dire qu'ils ont 5 étoiles sur 5, alors j'aurais pas dû, mais tant pis, maintenant c'est fait. Je préfère que mes pilotes gagnent leur propre point d'expérience eux-mêmes, là ils sont à fond direct. Ça va clairement faciliter le travail, mais bon, c'est pas grave. Et donc on revient à la base, et on a 6 points de science. Et avec 6 points de science, et ben on va pouvoir développer la physiologie de base, qui va nous permettre d'avoir un réacteur à ergol liquide, le LVT-45 Geronimo, et le propulseur à ergol solide RT10 Pilon, et un réservoir FLT-100. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'ergol liquide et l'ergol solide? Pour vous simplifier les choses, si vous voyez la navette spatiale américaine, donc Discovery, Endeavour, les regrettés Challenger et Columbia, les 2 gros boosters blancs sur les côtés, c'est de l'ergol solide. C'est-à-dire que, en gros, vraiment pour schématiser, une fois que les boosters sont allumés, on peut pas les éteindre. C'est terminé. Ils sont allumés, ils iront jusqu'à ce qu'ils se vident, quoi. Impossible de les arrêter. Ça va vraiment aider la fusée à décoller, ça va donner une impulsion, c'est vraiment utile qu'au départ, parce qu'après on les largue de toute façon. Et le gros booster rouge, si je ne dis pas de conneries, c'est un ergol liquide, avec le moteur de la navette. Donc là on va pouvoir contrôler la propulsion et le larguer une fois qu'il est vide. L'objectif c'est de te mettre en orbite. Bref. Je vais beaucoup digresser sur cette vidéo parce que j'ai envie que le jeu soit accessible en fait à tous. C'est un jeu de niche, très clairement. La simulation spatiale déjà, je pense que ça intéresse pas grand monde, mais en plus le jeu est pas forcément facile. Il est pas, comment dire, il est extrêmement austère. Vous le voyez sur les menus et tout, c'est austère. En plus le tuto il a chié, je vous le montre même pas parce que il sert quasiment à rien. En gros ici on apprend soit grâce aux vidéos tuto des collègues sur YouTube, soit tout seul, et c'est galère. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos du joueur de grenier qui avait fait une série de vidéos sur KSP sans tuto. C'est extrêmement drôle parce que du coup sans tuto c'est une catastrophe quand on connaît pas les principes du jeu, les mécaniques du jeu et tout, c'est une horreur, enfin c'est du grand délire, ça part en tous les sens. Donc l'autre branche qu'on peut développer c'est l'ingénierie du dimanche, et c'est celle-là qu'on va choisir puisqu'on va pouvoir débloquer le thermomètre trop chaud. Beaucoup de jeux de mots pourris en KSP, et les antennes on s'en fout, et le découpleur Télé 12, je dirais à quoi ça sert plus tard. Voilà, on développe ça, pour l'instant on a plus de science pour faire autre chose, donc c'est pas grave, l'objectif c'était le thermomètre, vous allez voir pourquoi, ça va nous permettre de rapporter de la science encore. Hop, j'en mets 2 aussi, et on va repartir sur l'aire de décollage, le premier là. Ah, j'ai plus que... Et j'ai plus qu'un conteneur de glérine, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai 3 aires de lancement, donc on va faire ça à chaque aire de lancement. Je vais peut-être couper au montage parce que ça va être chiant, mais il faut faire ça à chaque aire de lancement pour récolter de la science à chaque fois, parce qu'à chaque endroit est différent, donc on récolte de la science à chaque endroit différent.
Donc là, la glérine, on l'a déjà fait ici, donc normalement ça rapportera rien ou pas grand chose, 0,7, je prends quand même. Et là on va faire la température, hop, ça fait 2,4 points de science. Pareil, le rapport d'équipage, ça ne rapportera rien puisqu'on l'a déjà fait, donc on se casse. Cette vidéo va être une galère à monter, je le sens. On repart avec Jebediah Kerman. Alors ils ont tous le même nom, hein. Les carbonautes là ils ont tous le même nom. On va sur une autre aire de lancement, l'aire de lancement au boomerang, et on fait la même chose. C'est les débuts, c'est très chiant, mais il faut bien commencer à quelque part. Il faut récolter de la science par-ci par-là, histoire de développer, de débloquer quelques pièces très importantes pour plus tard aller plus loin. Tout l'objectif est là. Là, pour le coup, on est sur une autre partie de la planète, donc il fait nuit. On repart avec le conteneur de glérine qu'on va développer. La température, voilà. Une petite sortie extravéhiculaire avec un rapport d'AEV 2,4. On rentre Jebediah dans sa capsule et on fait un petit rapport d'équipage 1,5. Voilà. Hop. Alors très clairement, c'est des miettes de science, hein. Vous allez voir que 14 points de science, c'est des miettes. Des miettes. Par exemple, si je vous montre une des dernières technologies à débloquer, il faut 1000 points de science. Donc là, on est à 14,3, je vous laisse imaginer. Le défi, hein, je l'ai fait 2 fois, le tableau des technologies en entier, une fois en mode carrière, une fois en mode science. Et bah, ça prend des dizaines d'heures à tout débloquer. Enfin, un peu moins en mode science quand même, c'est plus facile, mais voilà, ça prend du temps, c'est pas évident forcément. Il y a beaucoup de ratés, hein. C'est un peu le Dark Souls de l'espace, ce jeu, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de die and retry. En mode... alors moi je joue pas en mode difficile, hein, je joue en mode presque facile là au final. Il y a des gens, ils jouent en mode réaliste, et du coup on peut pas sauvegarder n'importe quand, on peut pas récupérer un vaisseau, on peut pas relancer un lancement, on peut pas relancer un lancement foiré, donc il faut recommencer tout depuis le début, ou alors perdre ses spationautes, et ce jeu peut être une torture pour certains. Donc là on est encore sur une autre aire de lancement, vous voyez on est en plein désert, 2,4 points de science. Je prends la glérine, c'est pareil, je reprends, hop, petit AEV, un petit rapport, on rentre et un rapport d'équipage. Hop, voilà. Terminé. Donc là c'est la partie chiante, mais c'est des petites astuces. Moi quand j'ai commencé KSP, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, et j'ai bien galéré pour obtenir de la science. Au début je me demandais même comment faire. Mais comment faire pour développer toutes ces technologies? Je comprenais pas du tout. Enfin, pour moi, il fallait aller dans l'espace seulement pour avoir des technologies. Et ben non, en fait, on peut en avoir un peu avant quand même. Donc là, je suis à 23,6 de science. On va rechercher les petits réacteurs. Ici, il m'en faut 20, 18 et 15 pour la survie. Alors, les boucliers thermiques, c'est extrêmement important. Le baromètre Pressmat, c'est extrêmement important. Ça apporte de la science. Donc on est reparti pour un petit tour sur les 3 sites de lancement avec le baromètre en plus. Plutôt avec le baromètre seulement, puisque la glérine et le thermomètre, c'est fait. Donc là on part avec le baromètre seulement. Hop, voilà, et on repart. Sur la troisième aire de lancement, il me semble, le désert. Alors là, du coup, on fait juste le baromètre parce que tout le reste a été fait. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, eh bien bravo. Je vous félicite. Voilà, nous sommes à 10 points de science. On fait encore une petite fois pour le baromètre sur la dernière aire de lancement, et après on va pouvoir attaquer les choses un peu plus sérieuses. Petit aparté d'ailleurs, je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai déménagé, donc le décor a changé évidemment, je ne suis pas dans une pièce définitive pour moi, mais je m'excuse je m'excuse s'il y a un peu d'écho, la pièce est relativement vide. Elle n'est pas meublée quasiment, il n'y a que juste des cartons au fond de la pièce et mon bureau, donc désolé pour l'éventuel écho que ça pourrait produire dans vos oreilles. Là j'ai pas assez pour développer quoi que ce soit d'autre, donc on va commencer à faire un peu de voltige. C'est quand même pour ça qu'on est là, hein, vous avez payé pour ça. Là pour le coup je mets 2 baromètres, je vais mettre 2 bonbonnes de glérine, mais je vais pas les mettre en symétrie, sinon je ne pourrai plus sortir parce que j'ai bouché l'écoutille de mon module de commande. Là, comme on va décoller, on va mettre un petit parachute sur le toit pour pas se casser la gueule au retour. Et vu la hauteur qu'on va atteindre, je ne vais pas mettre de bouclier thermique pour le moment, quoique. Je vais mettre un petit découpleur. Alors le découpleur TD12, le 12 c'est le diamètre de ma capsule. Le découpleur ça sert à découpler, c'est-à-dire à détacher la capsule du reste, du réservoir. Parce qu'une fois qu'on est en l'air et qu'on a vidé les réservoirs, clairement on s'en fout du poids mort. Donc on va dégager les réservoirs vides pour être plus léger et éventuellement aller plus loin si on a encore d'autres moteurs, d'autres étages. Là on va faire qu'un seul étage, c'est le début.
pas de violence, c'est les vacances. Alors, par contre, je vais commencer direct avec des Geronimo. Donc non, avec des Geronimo, donc ça c'est le moteur Geronimo, il permet de contrôler un peu la trajectoire, contrairement aux boosters qui eux ne sont pas contrôlables, ou alors pas, en tout cas pas ceux-là. Vous voyez sur les caractéristiques des boosters et même du propulseur, du propulseur du moteur, la poussée, donc Atmos c'est dans le vide, Atmos c'est sur les planètes, en tout cas sur Kerbin, et dans le vide c'est dans l'espace évidemment. Vous voyez que ces boosters là ont plus de puissance dans l'espace, comme à peu près tous les boosters de toute façon, hein, évidemment, c'est logique. Et le moteur c'est pareil, pour l'instant on n'a pas le choix, donc on va juste prendre celui-là, hein, mais vous verrez que plus tard il y a des moteurs, des propulseurs qui sont infiniment plus puissants que ceux-là évidemment. Alors les boosters par contre, j'ai pas encore de découpleur, donc je vais faire ça. On va les coller, j'aime pas trop faire ça parce que c'est un peu de la triche pour moi. On va les coller au réservoir principal, pardon. On va les coller, même si pour moi c'est de la triche carrément parce que en vrai on peut pas faire ça. Mais bon, ça reste un jeu vidéo. Bien sûr, des petites ailettes parce que à mon avis il est pas super stable ce truc là, mais bon. Et on va l'appeler Parker One. Je suis extrêmement égocentrique. Voilà. Et là, je pense qu'avec ce petit machin, on va décoller quand même assez haut. Mais avant de décoller, vous allez voir, enfin vous voyez en bas à droite, juste en dessous de moi, là, enfin bref, il y a des étages. Bon, là, ils sont bien mis direct dans le bon ordre, donc ça va, mais il faut vraiment faire attention à ça. Parce que si je mets le découpleur en premier, donc tout en bas, je vais commencer par détacher ma capsule du moteur, du réservoir du moteur. Donc c'est pas ce qu'on veut. Pareil, si je mets le parachute tout en bas, je vais déclencher le parachute avant même de décoller. C'est pas ce qu'on veut non plus. Nous on veut décoller, donc on va mettre les 4 boosters plus le moteur, les 5 moteurs ensemble, pour avoir un décollage efficace. Si vous mettez juste les 4 boosters, ça peut marcher, mais vous ne contrôlerez pas grand chose. Il vaut mieux mettre les 4 boosters, enfin les boosters plus le moteur à ergol liquide pour du contrôle et aussi pour le max de poussée au décollage. Donc là les étages sont dans le bon sens, on a 2124 de mètres par seconde, donc de delta V. Le delta V c'est la puissance nécessaire pour atteindre tel ou tel endroit. Par exemple pour aller sur la Lune il faut 4000 quelques mètres par seconde, donc 4000 delta V, 4002 delta V pour atteindre la Lune et en revenir. Je déclenche donc le SAS, donc c'est le contrôle de mon pilote, c'est ses capacités à piloter, donc c'est le contrôle de la navette et de la fusée. Alors normalement quand on commence on n'a absolument aucune de ces icônes là. La première c'est l'assistance à la stabilité, je crois que c'est la seule qui est débloquée au départ. Ensuite vous avez le mode cible, le mode radial, anti-radial, merde je sais plus comment ça s'appelle, normal, anti-normal, radial, anti-radial, cible, anti-cible, ça c'est le mode cible quand on fait une poussée, une manœuvre. Je mets le moteur à fond et on décolle tout droit, donc c'est rétrograde et prograde, voilà. Prograde on avance, rétrograde on recule, entre guillemets, hein, c'est plus compliqué que ça, mais voilà je simplifie à moi. Rétrograde on ralentit et prograde on accélère. Donc là je suis plein gaz sur le rétrograde, donc on fait juste une montée en avant. Clairement là je cherche même pas à essayer de me mettre en orbite, je regarde juste jusqu'où mon vaisseau peut aller histoire de voir. Une fois que je suis arrivé à 10 000 mètres d'altitude environ, je vais déclencher mes petits équipements de science. C'est quand même pour ça qu'on est là. Et là vous voyez que j'ai déjà plus de science, 5,6 points de science pour le thermomètre. Évidemment je me casse la gueule parce que j'ai aucune stabilité et les moteurs sont déjà à sec. Le baromètre, on est à 8,4. Est-ce que je tente la EV? Je ne pense pas. Le rapport d'équipage, il est à 4,5. Mes réservoirs sont vides, donc je les dégage. Ma capsule est libre. On est à 20 000 mètres d'altitude et on monte encore. J'hésite franchement à faire un AEV. Je vais le faire quand même. On est à... Ouais, je vais le faire. AEV, hop, un petit rapport. Zou, 7,2 de science. Mine de rien, je rentre. J'avais oublié la glérine, donc on va observer la glérine mystérieuse. Plus 9 points de science. Et là, comme on l'a fait au-dessus des 10 000 mètres, je vais attendre d'être arrivé en dessous des 10 000 mètres pour refaire l'expérience avec l'autre jeu d'outils d'expérience que j'ai. Histoire de gagner du temps, de faire d'une pierre deux coups. Puisque, je vous le rappelle, la science varie, enfin,
l'expérience varie en fonction de l'endroit où on est. C'est pour ça que j'ai mis deux outils de science à chaque... Enfin, j'en ai mis deux pour chaque endroit visité. Parce que je peux pas réutiliser, par exemple, un conteneur de Glérine, je peux pas le réutiliser. Si je le réutilise, ça le résignalise et c'est pas terrible. Ça me fait gagner qu'une seule fois de l'expérience. Que là, je vais en avoir 2 fois à 2 endroits différents. Je déclenche mon parachute. J'observe la Glérine mystérieuse, donc en dessous des 10 000 mètres. On est à 7. Et là, c'est pareil. Alors là, on l'a déjà fait. De l'autre côté, le baromètre 1. Et la température 2. Voilà. Alors je ne sais pas si entre 10 000 et 20 000 ça change quelque chose. Honnêtement je ne pense pas. Mais bah, je tente quoi. Alors le parachute se déploie à 1000 mètres d'altitude. Hein, donc n'ayez crainte, pour l'instant c'est normal que... Donc j'ai accéléré le temps aussi parce que heureusement on peut accélérer le temps. Sinon ça peut être très très long la descente parfois. Et on descend tout doucement jusqu'à temps d'arriver sur la terre ferme. Donc là je suis en accéléré, c'est pour ça peut paraître assez rapide. Mais je ne suis qu'à 6 mètres secondes. Donc un atterrissage en douceur sur la terre ferme et un peu loin entre guillemets du centre spatial, mais on n'a pas tant dévié que ça. Une petite AEV et là je peux prélever un échantillon de surface, l'analyser même si je ne pense que ça ne sert à rien, et faire un petit rapport d'AEV parce que je ne suis pas au même endroit que tout à l'heure, donc ça marche. Et voilà, et là on a récolté quand même pas mal de points de science juste avec une fusée ridicule quoi, je veux dire c'est 4 réservoirs et 4 boosters, hein. C'est vraiment minable, et on est déjà à 72 de points de science, en un vol. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir commencer à se faire plaisir en fuséologie avec un deuxième moteur un peu plus puissant, le débrouillard, des boosters beaucoup plus puissants, et des réservoirs très importants. Et on peut même aller jusqu'à la fuséologie 1 avancée avec le fameux propulseur à ergol liquide, le Terrier, extrêmement pratique dans l'espace. Donc celui-là, on va débloquer avec tout le reste. Tant pis si ça me nique. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? La stabilité. Ah oui, il y a les découpleurs radio. Ça c'est pas mal aussi, c'est pour séparer les boosters sur le côté. Donc c'est comme j'ai fait tout à l'heure, les 4 boosters sur mon réservoir, mais là c'est sans tricher entre guillemets, puisque là on a vraiment un découpleur. C'est pour éviter que les réservoirs, enfin que les boosters soient collés au réservoir de façon artificielle. Là c'est plus réaliste, voilà. Mais 18 points de science pour ça, ça me fait un peu chier. Je préfère débloquer la fuséologie avancée et mon petit moteur Terrier. Donc là on va pouvoir commencer à faire une fusée pour se mettre en orbite. Je mets mon petit Geronimo au Newf. Je rajoute un petit réservoir. Mon Geronimo. C'est le débrouillard ou le Geronimo? Le débrouillard. Oui. C'est le débrouillard qu'il me faut. Le Geronimo. Non. Voilà. Un petit découpleur. Et voilà, j'ai un étage. Et on va en faire un deuxième. Pareil. Ou presque. Avec un autre petit Geronimo. Non, un débrouillard. Voilà. Techniquement j'aurais dû mettre un Terrier là, mais c'est pas grave. Et puis les propulseurs, j'ai pas de découpleur radio donc je vais pas les mettre, même si je pourrais, hein, voilà, si je les mets comme ça je peux les mettre, hein, mais on pourra pas les détacher, c'est plus problématique que tout à l'heure. Il vaut mieux garder ça comme ça avec des ailerons, voilà, histoire d'avoir une stabilité que les boosters m'apportent en temps normal mais que je n'ai pas là pour l'instant. Je mets des ailerons pour être tranquille. Et on va continuer donc là pour le coup. Alors on va peut-être pas aller en orbite avec ça. Quoique on a 3600 de delta V, donc c'est plutôt correct. On va espérer que ça décolle tout droit par contre. Une fusée basique toute droite, droite comme un i qui va décoller, je l'espère. Normalement oui, ça va partir. On va essayer de faire un gravity turn. C'est-à-dire qu'à environ 50 mètres secondes, on va tourner vers l'est, exactement comme les navettes et les fusées font actuellement sur Terre, sauf cas spécial pour aller ailleurs. Mais voilà, alors je me suis bourré de moteur, parce que le débrouillard il est très puissant, mais il n'est pas dirigeable du tout, donc je ne peux pas me diriger vers l'est. Ce qui est très dommage. C'est pas grave, on va décoller quand même, hein. Enfin on va continuer la mission, hein, tant pis. Mais là je ne peux pas du tout aller vers l'est, donc mon Gravity Turn est complètement foiré. Le Gravity Turn ça permet de se mettre en orbite plus facilement que si on faisait
vers le nord, vers le sud ou vers l'ouest, sachant que c'est quand même possible de se mettre en orbite, une orbite dite polaire, donc en allant vers le nord. Le nord est symbolisé par sur la navbro, là, donc la boule bleue au milieu, là, le nord est symbolisé par le petit trait orange. Donc nord vers le bas, sud vers le haut, l'est à droite et l'ouest à gauche. Et voilà, j'ai déjà plus rien. Et là je peux... Allez, on démarre le deuxième étage. Et là, ça part un peu en vrille. Super dur à contrôler. Hein. Bon là, on est très loin de l'orbite, hein, mais à côté. Si on regarde sur la carte, non, je suis pas loin de l'orbite du tout. Hein. On va peut-être même le faire, tiens. On va juste se remettre sur l'apoastre. Alors, apoastre, périastre. Apogée, périgée, c'est les points les plus éloignés de l'orbite. Le plus près et le plus éloigné. Donc le périastre, c'est le plus près et l'apoastre, c'est le plus éloigné. Donc là, on va se mettre sur l'apoastre, on va se mettre en mode prograde. Donc je me mets sur l'apoastre, j'augmente et hop, voilà, on est en orbite. C'est aussi simple que cela. Et nous sommes en orbite de Kerbin. Ah, c'est aussi simple que ça. Je dis ça, mais j'ai tellement galéré pour apprendre à faire ça. J'ai appris tout seul quasiment, donc j'ai vraiment galéré. Au début, j'ai essayé d'apprendre juste avec le tuto du jeu, donc c'était une vraie merde. Et là, on se fait plaisir hein, sur la glérine et sur les expériences scientifiques. On peut tout mettre. Voilà, ça rapporte 10 ou 8 à chaque fois, c'est pas mal. Un petit rapport d'équipage, on est à 5. Un petit AEV. Hop, on est à 8. On rentre. Et puis, bah... Oh, on voit la Lune, là. Alors, si j'accélère là, maintenant, je peux aller sur la Lune. Mais j'ai plus assez de carburant pour aller jusqu'à la Lune. Et puis, j'en aurai encore moins pour revenir. Là, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est qu'on va rentrer. Parce que le carburant est limite. Donc, on peut pas aller plus loin. Moi, je veux rentrer de jour. C'est plus pratique pour contrôler. Donc, je vais me mettre là où il fait nuit. J'avance le temps et je vais faire un rétrograde à l'endroit opposé où je veux atterrir. Grosso modo. Et je ralentis. Je me mets en rétrograde donc je ralentis. Sachant que l'atmosphère de Kerbin est à 70 000 mètres. Donc là, mon périastre est à 55 000. Donc techniquement, si je continue, je vais freiner dans l'atmosphère. Mais peut-être pas assez pour ralentir et me poser. Donc je continue en douceur et je vais me mettre à peu près 35 000, voilà, et là ça suffira pour me poser. Pas besoin de dépenser plus de carburant, même si là j'aurais pu puisque j'en ai plus l'utilité, mais au moins, si vous avez besoin de faire des économies de carburant un jour, eh bien n'oubliez pas que les planètes où il y a une atmosphère, parce que ça ne marche pas sur la Lune évidemment, les planètes où il y a une atmosphère peuvent vous aider à freiner, et je viens de me rappeler que j'ai oublié de mettre un petit bouclier thermique. C'est pas très grave vu que la capsule est pas très lourde et que j'ai encore du carburant pour freiner dans l'atmosphère, mais si vous allez sur la Lune, et quand on ira sur la Lune, pour rentrer, si vous n'avez pas de bouclier thermique, c'est foutu. Vous pouvez dire adieu à Jebedia Kerman. Donc nous sommes à 55 000 pieds, la musique s'est arrêtée. Quand la musique s'arrête, c'est qu'on n'est plus dans l'espace, c'est qu'on est revenu sur Terre, sur Kerbin. Et quand la musique commence, c'est qu'on est à 70 000 mètres, donc c'est qu'on est dans l'espace. Là, vous voyez, ça commence à chauffer, je ralentis. Ça commence à chauffer, on est à 2300 mètres secondes, c'est tout à fait raisonnable dans la mesure où j'ai encore du carburant pour ralentir la descente, la chute, parce que c'est même plus une descente, c'est une chute. Là, j'ai plus de carburant, je largue mon réservoir vide, j'en ai plus besoin, et on va rester en rétrograde pour présenter le cul de la capsule de commande à l'atmosphère pour que on freine au maximum. Avec le bouclier thermique, ça aurait été mieux, mais tant pis, j'en ai pas, c'est pas grave, j'ai oublié. Je pensais pas aller me mettre en orbite si rapidement, mais tant pis. Vous voyez, ça chauffe. Une fois que les petites barres sont remplies, alors là c'est la petite barre des bonbonnes de glérine. Donc une fois que c'est rouge et c'est rempli, ça explose bien sûr. Pareil pour la capsule. Mais bon là ça ira, on est déjà à 1300, 1200 mètres secondes, ça descend. Voilà.
c'est fini. À 1000 mètres, c'est fini. 1000 mètres secondes, il n'y a plus de friction de l'air, donc on peut descendre tranquillement. Le parachute va se mettre... va se rendre disponible. Parce que c'est pareil, le parachute, si on est trop rapide et qu'il fait trop chaud ou que la rentrée dans l'atmosphère est trop brutale, il ne pourra pas être déclenché. Et même s'il se déclenche, on peut forcer le déclenchement, mais si vous forcez le déclenchement du parachute alors que vous êtes trop rapide, et ben le parachute, terminé, adieu Berthe, il n'y en a plus. Alors j'attends de descendre encore un peu pour déclencher le parachute, parce que sinon ça va être très très long. On est à 1500 pieds, ou 1500 mètres. On peut le déclencher, et puis voilà, on va atterrir tranquillement dans l'océan pour cette première petite partie de mon aventure sur KSP. Je voulais vraiment vous faire découvrir ce jeu qui me tient particulièrement à cœur. Alors j'ai peut-être été un peu trop rapide malgré les 45 minutes de vidéo, peut-être été un peu trop rapide sur certains trucs, mais j'espère quand même que ça vous plaira. J'espère que j'ai été clair aussi. Alors je prélève aussi un échantillon, même si on est en pleine mer, c'est pas grave, ça marche quand même. Et je rentre. Et là on se fait un max de science. Je débloque les technologies que je peux débloquer avec la science qu'on vient d'avoir, et après je vous laisse tranquille avant le prochain numéro de KSP. Donc là on est à 75, plutôt pas mal. Alors GBD n'a pas gagné d'expérience, mais c'est normal, il est déjà à 5 étoiles, donc il n'a pas besoin d'en gagner. Et à 75 de science, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? La stabilité, donc les découpleurs radio, on verra ça au prochain numéro. Au niveau de l'aviation, je m'en branle, mais tellement que je vais même pas y toucher. Construction générale, donc là on a une cabine d'équipage MK1, donc ça c'est bien pour transporter du monde. Pour l'instant ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je m'en fous. On va plutôt développer les sciences de base avec le Science JRSC 9001 qui est une sorte de mini laboratoire qui va nous rapporter pas mal de sciences aussi. Voilà, c'est déjà pas mal pour un début. Je pense qu'on va pouvoir faire du bon travail, et c'est sur ce magnifique soleil couchant de Kerbin, ce Kerbal couchant de Kerbin, que je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui avec KSP. Je pense qu'une longue session de montage m'attend avec toutes les conneries que j'ai pu débiter. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour KSP2 si ça vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. Si vous pouvez passer par mon lien Instant Gaming, c'est encore mieux, hein, mais je vais pas trop en demander. Mais voilà, en tout cas le jeu est un gouffre à temps, c'est chronophage au possible. Si vous adhérez au concept, vous pouvez vous occuper avec ça toute l'année. Hein. Mais voilà, KSP c'est vraiment, pour moi c'est de l'or en barre, j'adore ce jeu. Merci et à très vite sur la chaîne, ciao.